Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du club digital de l'idée, puisque l'ARCEC devient l'idée. Je vous propose, avant de démarrer ce club digital, de vous rappeler, le nom des participants à ce club qui vont m'accompagner. Donc, il va y avoir Mario Fernandez qui est le patron du pôle études de l'ID. Il va y avoir Damien Dehoul, DET chez DBV Technologies, si je prononce bien. C'est ça. Il va y avoir Sébastien Butat, de chez Siemens. Et ce club ne serait rien sans son président, Thierry Alliot, qui va nous accompagner. Et moi, je suis votre serviteur, Eric Albisture, je suis DET chez Tereos. Je vous propose donc de commencer et de commencer ce club. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de digital, nous allons parler de RGPD et un petit peu de parler de tout dans quoi les RGPD influent notre métier, impactent notre métier, impactent l'ensemble de l'écosystème de l'environnement de travail. Bien sûr, n'hésitez pas, si le sujet vous inspire, puisque on est tous concernés, à aller aborder la question avec votre regard de citoyen, de consommateur. Mais ce soir, nous allons aborder les RGPD sous l'angle de l'environnement de travail et uniquement de l'environnement de travail. D'abord, pour commencer, puisque c'est une matière qui est encore neuve, même si tout le monde en parle, je vais vous proposer de participer à un petit sondage et d'aller sur la chatroom pour nous dire ce que signifient pour vous les lettres RGPD. Tapez choix 1 pour Règlement général des protections des données, choix 2 Restriction générale du partage des données, choix 3 Rule about global and physical data, choix 4 Règle globale de partage de données. C'est à vous, vous avez quelques minutes pour pouvoir participer à ce sondage le temps que l'on avance. Je vais profiter de ce temps-là pour passer la parole à Mario Fernandez qui va aborder le premier point de cette soirée. Mario, c'est à toi. Bonjour à tous et merci beaucoup Eric. Donc en effet, on va parler de la RGPD et notamment dans la RGPD et l'environnement de travail. Mais avant ça, il est quand même utile et essentiel de partir de quelques définitions. Déjà, qu'est-ce que le RGPD? Alors, le Règlement général sur la protection des données, connu aussi sous RGPD, encadre le traitement des données personnelles dans toute l'Union européenne. Et c'est vraiment quelque chose qui englobe n'importe quelle organisation publique et privée qui traite des données personnelles quand on est sur le territoire de l'Union européenne, mais également quand on a une activité qui cible directement des résidents européens. Donc ça, c'est très important. Il y a une notion de territorialité, mais également de résidence. Et ça concerne également non seulement l'organisation en soi, mais tout prestataire qui traite des données personnelles pour des clients, dans ce cas, pour des clients dans une organisation. Donc voilà, si on parle de l'environnement de travail, ça va concerner aussi les prestataires et les partenaires de l'environnement de travail. Donc de quoi on parle quand on parle de données personnelles? Alors, c'est toute information se rapportant à une personne physique qui est identifiée ou identifiable. Il y a plusieurs manières d'identifier cette personne. On peut le faire de manière directe, comme par exemple via le nom, le prénom et ce type d'information, ou on peut le faire indirectement par des images, par des numéros de téléphone, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, il est possible d'identifier une personne via une seule donnée ou même par un croisement de données. Donc voilà, seule donnée, on a déjà parlé de quelques exemples, le croisement de données, bah, comme on voit sur le slide, par exemple, si un salarié vivant a une adresse spécifique. Donc voilà, deux manières d'identifier une personne. Pourquoi en fait est-ce que le RGPD existe? Quel est le but? Ben, le but finalement, c'est de nous protéger, nous, en tant que citoyens ou résidents européens. C'est de protéger notre droit en tant qu'individu à avoir bah, une certaine privacité, euh,
protéger aussi nos données, protéger nous protéger dans toute l'Europe, donc voilà, et s'adapter également aux technologies qui se développent et qui sont déjà développées dans le cadre de l'ère numérique et digitale. Donc voilà, en Et ce termes qui de... juste Oui. pour insister dessus, parce que c'est fondamental, les RGPD, c'est fait pour nous protéger tous en Europe et nous protéger dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui a une influence dans le temps. Donc c'est très important d'avoir ces 3 notions quand on aborde le sujet à l'horizon de nos métiers. C'est tout à fait ça, Eric, et nos métiers sont carrément concernés. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Nous aussi, on contribue à protéger la vie intime des personnes, leur individualité, les données. Donc, c'est très important. Et pour continuer un peu sur ces quelques notions avant de passer la main à Eric, on a parlé rapidement des données personnelles et de ce qu'on entend par données personnelles, mais il y a aussi d'autres définitions à avoir en tête, comme par exemple les données sensibles, ce qui concerne toute l'information sur, par exemple, la santé de quelqu'un, les données biométriques, l'ethnie, ça peut aussi être une donnée sensible, on sait bien. Le traitement de données, ben, par cette définition, on entend toutes les actions qui sont menées sur les données personnelles. Donc voilà, pour par exemple des reportings, des transferts, etc. Et finalement, par responsable du traitement des données, bah, on entend celui ou celle qui détermine toute finalité et moyen pour traiter les données personnelles. Donc voilà quelques définitions, quelques notions de base pour permettre à chacun et chacune de mieux connaître le RGPD et l'importance de ce règlement. Et je laisse la parole maintenant à Eric. Merci Mario. Tout ça pourquoi? Quels sont les enjeux? Comment on va concilier tout ça avec nos métiers? Ce qu'on vous invite à faire, c'est, de vous assurer que dans le cadre de vos missions et de vos actions, il y a toujours une base légale. C'est-à-dire que, heu, s'il n'y a pas de base légale, c'est-à-dire qui vous autorise à, collecter cette donnée, c'est pas la peine d'y aller. Donc la base légale, c'est des choses simples, c'est le consentement de la personne. C'est, heu, c'est, heu, c'est répondre à une obligation légale. Des fois, on est obligé de collecter la donnée de quelqu'un pour pouvoir, heu, répondre et ne à une obligation pour ne pas avoir à engager sa responsabilité. C'est, c'est avoir un intérêt légitime. Quand on dit un intérêt légitime, c'est-à-dire qu'on est légitimement fondé à collecter cette donnée pour pouvoir exercer une action, une activité. Donc le vrai terme qu'il faut intégrer, c'est qu'il faut avoir une base légale. On ne fait pas ce qu'on veut. Il faut être, voilà, donc c'est très, très important d'avoir ça à l'esprit. Au-delà de la base purement légale, ce qu'il faut avoir, à l'idée, Thierry, s'il te plaît, c'est qu'il faut être transparent. Pourquoi? Parce que c'est encore quelque chose de nouveau. Donc il faut être capable de dire à tout le monde, sur quoi on travaille, pour qui et pourquoi on le fait. C'est fondamental d'avoir cette transparence, vis-à-vis des gens, vis-à-vis des tiers, vers lesquels on collecte cette donnée. Que ce soit des clients internes, que ce soit des clients externes, quoi qu'on fasse, il faut être très à l'aise avec l'idée que ce qu'on fait, on le fait dans un cadre légal et être capable d'expliquer pourquoi on collecte cette donnée, pour qui et pourquoi faire. Point suivant, Thierry, s'il te plaît. Le point suivant est un peu la synthèse de tout ça, c'est qu'il faut prendre les données minimum dont on a besoin. On appelle ça le principe de minimisation, c'est-à-dire que on doit utiliser les données dont on en a strictement besoin. Encore une fois, l'objectif c'est bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, une base légale, être transparent et prendre le minimum entre guillemets syndical dont on a besoin. Et pour ça, il y a les questions qu'évoquait Mario tout à l'heure, mais in fine, ça veut dire simplement pourquoi j'ai besoin de ces données, pourquoi j'ai besoin de collecter cette donnée et pas une autre par rapport à mon objectif? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et dans le lot des données dont je peux avoir, auxquelles je peux avoir accès, quelles sont celles dont j'ai vraiment besoin et quelles sont celles qui sont facultatives? Tout ça doit vous permettre à tous, dans le cadre de vos missions, dans le cadre de la
des consignes que vous donnez à vos collaborateurs et à vos partenaires, dans le cadre des processus que vous mettez en place, de formaliser toute la chaîne toute la chaîne autour de ce principe pour pouvoir être bien sûr capable de délivrer et de délivrer les services aux environnements de travail et surtout d'être compliant. Pour aller plus loin, je vais passer la main à Sébastien Butat, qui va illustrer tout ce qu'on vient de partager. Sébastien. Merci Eric, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis sur un salon professionnel, donc il peut y avoir un bruit à côté. Je vais tâcher de parler fort et distinctement. Très rapidement, en fait, l'idée c'était de bien comprendre le RGPD. Donc, on a eu des explications assez détaillées de Mario et Eric. Merci. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, on doit avoir un objectif dans le traitement de la donnée, une finalité. C'est vraiment très important. Le point qu'on souhaitait souligner également, c'est qu'on parle souvent de données informatisées, mais pas seulement. Des données sur tout support, y compris des supports papier, sont concernés. Donc il est vraiment essentiel d'avoir une vision globale et d'ensemble dans ce traitement du règlement de RGPD. Voilà. Alors, on avait un sondage, effectivement, Eric. Je ne sais pas si tu voulais le traiter. Je te laisse la main pour cette partie sondage. On t'entend pas, Eric, t'as prêt ton micro. Oui, Ton je micro confirme, en Eric, on ne t'entend pas. Ton micro, Eric. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Des aléas du direct. Non, ce que je disais, Sébastien, c'est que donc pour toi, on a tendance à confondre, enfin, d'associer RGPD avec toute la matière et l'écosystème IT. Donc pour toi, c'est vraiment, quel que soit le support, quel que soit le sujet, à partir du moment où il y a une notion de données, de collecte de données, il faut y penser. C'est ça l'idée? Bah, c'est plus que l'idée, c'est le sens du règlement, donc qui D'accord. concerne l'ensemble des données, à la fois les données digitales et les données, on va dire, manuscrites ou sur tout format ou tout support. Donc c'est vraiment Mmh. il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble. Très bien. Donc, pour illustrer ça, on va être sûr que tout le monde a suivi. Donc je vais vous inviter à aller sur le sondage, donc qui va s'afficher. Donc, sur ce sondage, on vous pose une question, on vous invite à y répondre et à voter. C'est-à-dire quels sont les domaines qui sont réglementés par les RGPD? Si vous nous avez écoutés, vous trouverez la réponse très facilement. Je ne vous en dis pas plus. Sébastien, je te laisse reprendre la main. Merci Eric, et donc pour poursuivre, heu, je pense que la slide va s'afficher. Merci. Qui est concerné par le RGPD? En fait, on va dire, à peu près toutes les organisations, donc naturellement, les grandes organisations, sont concernées, mais en fait, toutes les organisations à la fois publiques et privées, sont concernées, même des associations, hein. Et en fait, l'idée, comme on l'a dit, préalablement, c'était de protéger, les différents utilisateurs et consommateurs. Cela concerne l'ensemble du territoire, européen, mais également l'ensemble des résidents européens. Donc l'intérêt de ce règlement, c'est un règlement, européen qui a vocation à protéger les différents, les différents utilisateurs, et cela concerne également les sous-traitants des entreprises, et donc il y a une responsabilité, globale du traitement de la donnée qui est effectué par les sous-traitants, et c'est très, très impactant, on va le voir sur la suite, parce qu'en fait les conséquences sont, de différents, niveaux, mais concernent, le propriétaire de la donnée, en tout cas, l'entité qui en est, légalement responsable. Il n'y a pas de sous-traitance ou de dilution de la responsabilité. Alors les risques, hein, on en parle, c'est extrêmement important. C'est pour ça que le sujet de la RGPD, est essentiel à prendre en compte, parce qu'en fait, il peut y avoir au-delà des déficits d'image, vous imaginez, on entend, des données qui sont volées. On entend beaucoup parler aujourd'hui, notamment dans les centres hospitaliers, donc des données, qui ont été collectées, structurées, qui sont, classées, qui identifient les personnes, qui ont été volées et qui peuvent être, utilisées à des fins souvent malveillantes. Donc il y a un vrai déficit d'image, de confiance, de perte de confiance, mais il y a aussi d'autres sanctions qui sont, très conséquentes. Donc il y a les sanctions, on va dire, administratives, mais il y a aussi, pécuniaires, et en fait, la notion et le chiffre à retenir, c'est, une amende potentielle de 4 du chiffre d'affaires, et vous imaginez, vous êtes une entreprise, il y a plusieurs divisions, plusieurs structures. On va parler de 4 du chiffre d'affaires global, toute, activité, confondue, et tout pays, et donc ça peut
être très, très, très conséquent et donc il y a un vrai, devoir d'organisation et de prise en compte. C'était vraiment le sens, c'était vraiment d'impacter, hem, d'avoir des critères, de sanctions tellement importants que, on est obligé de se mobiliser. C'est pas quelque chose qu'on laisse avec, et on est vraiment obligé de s'organiser, donc ça va être le sujet de la slide suivante. L'organisation, bah, effectivement, donc on parle de DPO, donc c'est certainement, un terme familier pour vous, mais en fait, c'est une personne qui va être responsable, qui va être désignée comme référente, de la donnée pour l'organisation, et en fait, elle va chercher à structurer les données, à identifier les potentielles, dérives ou manquements. Elle va structurer, et être en lien directement avec les entités pour, identifier les durées de conservation de données et l'ensemble des process et potentiellement, lorsqu'il y a une difficulté, elle sera à l'œuvre ou point d'entrée, on va le voir sur la slide suivante. J'avais une question, Sébastien, pour les entreprises ou nos membres qui ont pas les moyens de s'offrir les services d'un DPO, tu 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 on fait comment? Comment on fait comment on fait? Comment on ferait? Est-ce qu'il y a des entreprises spécialisées qui peuvent nous accompagner là-dessus? Comment ça fonctionnerait pour toi? Ce serait quoi le conseil à donner à nos auditeurs? Ah, c'est une question, très vaste, hein, qui engage la responsabilité, donc toutes les entités sont concernées. Si on revient sur la slide précédente, sur, la partie de l'organisation. On voit en fait, il est, intéressant de nommer un DPO, c'est obligatoire pour un certain nombre d'entreprises, mais en fait, on recommande, de désigner un DPO. Ça peut être un salarié de l'entreprise, qui aura pour une mission d'information. On pourra lui déléguer du temps pour se former, en sachant qu'il y a un certain nombre d'entités, d'État, hein, qui sont là pour informer, communiquer et autres et qui sont des points de relais. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un correspondant dans l'entreprise ou un référent, qui puisse être, acteur de communication. C'est très, très important parce que pour les membres de l'association qui sont des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est moins de 400, moins de 500 salariés, ça veut dire que le DET pourrait être aussi le DPO de l'entreprise comme un autre membre. Donc c'est quelque chose qu'il faut poser sur la table pour se saisir du sujet si c'est pas le cas dans votre entreprise. C'est vraiment important, vu les enjeux et vu les impacts. Effectivement et pour compléter, le DPO est pas forcément un correspondant, expert technique ou IT. C'est vraiment un point d'entrée, contact, qui va centraliser, qui va coordonner et on va le voir ensuite, hein, sur les slides, mais qui va être le point de contact et de coordination si jamais il y avait, un sujet. Dans le cas présent, hein, quand on souhaite comprendre le RGPD, j'ai repris, des éléments de la CNIL, hein, le gendarme de la protection des données, qui permet de faire un état des lieux en toute simplicité, par rapport, chacun, hein, dans son entreprise et en fait, on a 7 questions l'on devrait se poser, pour savoir si on est dans une bonne démarche et bien évidemment, il n'y a pas de sanction. L'objectif, c'est vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue, d'avoir cette sensibilité et potentiellement de solliciter, soit les pairs, soit, les entités d'État pour, mettre en œuvre ou anticiper une organisation. Alors là, c'est le point essentiel. Que faire en cas de violation? Des données nominatives ont été, transmises, donc soit directement, soit, issues de structures ou d'informations, transmises à des sous-traitants. En fait, on a cette responsabilité. Donc dans tous les cas, il faut identifier le périmètre, les limites de prestation, le nombre potentiel d'informations, la nature et en fait, il faut collecter ces données et potentiellement en fonction de la gravité, hem, les transmettre, à la CNIL et il existe un document, récapitulatif qui permet de répondre à cette obligation de documentation interne dans le cas, avéré et en cas de doute, il suffit simplement, de, solliciter, les services compétents et on s'est permis de vous mettre, dans la petite bulle, à droite, le lien vers le site internet qui est une plateforme dédiée pour accompagner les différents acteurs, sur ces, nouvelles approches de cybermalveillance et de traitement de la, RGPD. Et peut-être, ça, c'est sur la partie en cas d'incident, mais aujourd'hui, l'ensemble des entreprises sont quand même sensibles au sujet. Donc on peut, peut-être, avant d'être dans ce cas-là, se dire, de voir un petit peu avec nos partenaires et
enfin les gens avec qui on bosse, de travailler avec eux pour répondre peut-être aux cette question. Ça, peut-être, faire un peu de préventif avant du correctif, si je puis dire. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, effectivement, on a voulu faire une vision d'ensemble, Mmh. c'est comprendre le RGPD, donc on a voulu vraiment traiter l'ensemble, mais pour anticiper les points suivants, Eric, on a mis à disposition un certain nombre de ressources qui vous Mmh. permettront, de grandir sur le sujet et d'anticiper aussi sur cette documentation. On en parlera juste ensuite. Super, merci. On va maintenant passer la parole à Damien. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on peut passer la slide, oui, merci beaucoup. Donc, on a pris 5 métiers pour citer du coup des exemples de dérives qu'il peut y avoir dans certaines circonstances. Donc, si pour parler de la flotte automobile, donc les référents ont accès au permis de conduire et aux informations personnelles des personnes bénéficiant d'une voiture de fonction ou de service, ça dépend, ou encore même si une personne utilise un véhicule de la société. Donc, ce qui fait que certaines informations comme l'identité du collaborateur, leur adresse peuvent être utilisées de façon malveillante si ces documents étaient entre de mauvaises mains. On a ensuite pris l'exemple de la... Oui, Damien, donc si je reprends l'exemple de Sébastien, ça veut simplement dire que toi, dans le cadre de ce sujet-là, nous, DET, quand on gère une flotte automobile, on collecte le permis de conduire parce qu'on en a besoin dans le cadre de ce métier-là. c'est ça. Et l'idée, c'est que si jamais le permis de conduire de l'un de tes collaborateurs ou l'un de tes collègues se retrouve dans la nature, c'est là où on actionne la partie, alerte qu'évoquait Sébastien tout à l'heure. C'est ça un petit peu le concept? Exactement, ouais, c'est ça. En fait, dès OK. qu'il y a une dérive, il faut faire cette alerte du coup pour essayer alors, déjà que ça se reproduise et récupérer les informations le plus rapidement possible. OK, très clair. Si je parle maintenant de la partie restaurant inter-entreprise, donc le RIE, il est possible d'analyser les habitudes des consommations des personnes. Donc, on peut s'en servir pour adapter, par exemple, les prix en fonction des résultats de l'analyse de consommation. Donc, en disant que tel jour, on consomme plus, donc on va peut-être modifier le prix en fonction des consommations. Il y a aussi les informations bancaires, donc qui peuvent être utilisées ça de façon malveillante, surtout si ces données ne sont pas cryptées et protégées comme en fait ça devrait être fait pour que toutes ces informations restent secrètes et pas qu'elles puissent être lues ou récupérées par qui que ce soit. On a pris aussi du coup l'exemple des archives d'entreprise. Donc dans les archives d'entreprise, nous avons beaucoup d'informations, donc notamment sur les données RH, donc des données très sensibles. Donc on peut avoir toutes les informations qu'on veut sur un collaborateur, donc le numéro de sécurité sociale, son RIB, son salaire, et ces informations qui peuvent être utilisées à l'encontre des salariés, mais aussi contre l'entreprise, si toutefois c'était amené à sortir de l'entreprise. Vous avez aussi l'exemple des listes des fournisseurs, donc ça c'est pour la partie DET. En tant que référent environnement de travail, vous devez garder ces informations précieuses pour éviter de divulguer d'informations contractuelles avec vos prestataires à d'autres prestataires, notamment par exemple sur des appels d'offres, sur le montant ou sur les conditions que vous pouvez avoir contractuellement avec certaines entreprises. Et du coup, les deux autres exemples, donc, qui sont le contrôle d'accès, donc c'est les dérivés les plus fréquentes, donc, sont l'analyse du temps de travail et les fréquentations des collaborateurs, qui pourraient du coup être mal utilisés par l'entreprise et ou de managers dans un but qui est en général proscrit par la loi, donc, notamment sur la partie RH pour essayer de voir le temps de travail d'un collaborateur. Même Donc si votre DRH si votre DRH vous demande un extrait du contrôle d'accès pour se servir de ça pour intenter une procédure, il faut lui dire non, C'est ça. Alors, on va en parler après. Il y a certaines façons dont de dire non. voilà, de façons de dire non ou de dire oui, mais sur une D'accord, façon plus légale et qu'on rentre dans les clous, notamment avec la partie DPO dont on a parlé, mais j'ai pris un exemple juste après où je vais vous en super. parler. Pour la partie vidéosurveillance, on peut, avec certaines installations, identifier les personnes et utiliser, en croisant du coup les informations du contrôle d'accès, l'identité à leur rencontre et utiliser les informations de façon malveillante et proscrit encore par la loi. Donc, si on peut passer à la slide suivante sur du coup, les bonnes pratiques. Donc, je viens de vous parler du coup du contrôle d'accès et de la vidéosurveillance. L'idée, c'est que en termes de processus, donc on vous a proposé quelque chose. Donc, on a parlé de DPO. Donc, avant tout, il faut consulter et soumettre à l'écrit la demande au DPO dès que vous avez une demande. Après, et seulement après sa validation, il faudra suivre du coup la procédure que le DPO vous donnera.
Donc, l'idée, c'est de transférer les informations donc, aux personnes préalablement définies. Et une fois que l'utilisation est traitée, enfin, que l'utilisation de ces données et que le traitement de ces données sont finis, il faudra archiver et détruire ces documents selon la procédure, pareil, du DPO. Donc, ça veut dire que, si je le traduis simplement, DPO qui doit être informé, il nous dit sous quelle utilisation et quelle façon on peut utiliser ces données ou pas. Et une fois que cette analyse est faite de ces données, il faut archiver ou détruire ces données selon les conditions et les procédures du DPO. Donc, souvent, le DPO revient, c'est pour ça qu'on en a parlé souvent, c'est lui qui donne le cadre aujourd'hui, parce que c'est lui qui est le référent légal sur toutes les parties de données de traitement. Et donc ça rejoint le sous-jacent qu'on avait vu au départ sur, la base légale, la transparence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on collecte et pourquoi faire? Et sur la partie, minimisation, c'est-à-dire de quoi on a vraiment, vraiment besoin pour, un truc. C'est le rôle du DPO de s'assurer que ces principes et ces règles sont bien respectés. C'est ça, en fait, l'idée cachée derrière, qu'on ait un vrai management de la donnée, de ce qu'on en fait. Ouais, exactement. En fait, c'est le DPO qui dit bah, pourquoi vous en avez besoin déjà, il faut justifier la raison. Et une OK. fois qu'on a justifié, et lui va dire OK ou non en fonction de ce qui est justifié. Si c'est pour dire bah, on a besoin de savoir le collaborateur combien de temps il travaille, évidemment que le DPO, vous en doutez, hein, il ne va pas donner son accord. Par contre, si c'est pour analyser une fréquentation, pour dire bah, écoutez, on a besoin de savoir combien de collaborateurs qui viennent sur site pour la fréquentation, parce que on veut réduire les coûts énergétiques ou proposer un télétravail aux collaborateurs parce qu'ils viennent moins souvent le vendredi, là, c'est une démarche qui peut s'entendre. Voilà. Très bien, c'est clair. Sur le deuxième exemple, donc c'est le parc automobile, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, le référent parc automobile donc, reçoit une demande, donc la plupart du temps des RH, pour l'attribution d'un véhicule pour un collaborateur. Donc, une fois que la demande a été validée, donc il fait son process de son côté pour commander la voiture. Et il va surtout demander certains documents aux collaborateurs, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc tels que le permis de conduire, les adresses personnelles, donc notamment pour recevoir les amendes ou pour la livraison du véhicule. Donc, toutes ces informations sont assez personnelles. Une fois qu'il a traité ces informations, il a l'obligation d'archiver ces documents donc de manière sécurisée. Donc, soit physiquement, parce que du coup, il les a imprimés et il doit les enfermer dans un coffre-fort, dans un armoire fermé à clé, auquel peu de personnes, donc lui, a accès, mais que très personnes ont accès, ou soit sur l'intranet de l'entreprise, en limitant les accès, en mettant sur un serveur où les données sont cryptées, pour garder ces informations à l'abri de tout le monde. Et une fois que ces documents n'ont plus d'utilité, c'est-à-dire que le collaborateur bah, il n'est plus dans l'entreprise ou il n'a plus de voiture de fonction, eh ben, il devra toujours faire référence au DPO pour savoir si on doit archiver légalement sur une durée ou détruire le document parce qu'on n'en a plus l'utilité. Et c'est obligatoirement rebouclé avec le DPO qui, lui, nous donne la consigne légale de ce qu'on fait de ces documents-là. Super. Merci Damien. Un autre exemple peut-être pour illustrer, cette nécessité à bien manager le nez, on va parler de nourriture. Comme vous le savez, aujourd'hui quand on gère une prestation de restauration en entreprise, on collecte un certain nombre de choses avec les outils dont on a disposition soit l'application, soit, l'ensemble du process pour acheter et consommer son plat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on collecte le prénom, le nom, l'email, souvent le numéro de téléphone quand il y a besoin. Sur certaines applications, on indique même son genre, les jours de présence qui peuvent être, comme le disait, Damien, pour une bonne raison, c'est-à-dire que c'est savoir si, les gens viennent ou pas, sur leur lieu de travail pour pouvoir, venir travailler sur place, et cetera, et cetera. Certaines applications, certains restaurateurs demandent même les allergènes pour des bonnes raisons, mais est-ce qu'il faut vraiment les collecter? Et comme le disait Damien tout à l'heure, on a toute la partie historique des ventes. Donc, on a énormément de données, certaines données qui sont, personnelles, voire intimes, c'est-à-dire quand on parle d'allergènes, on parle de données de santé. Quand on parle de sa date d'anniversaire, c'est une donnée, aussi personnelle. Donc on est quand même sur des sujets
qui pour, on va dire, déjeuner, on peut vraiment se poser la question et s'inscrire dans la démarche qu'évoquait, Damien avec la fonction d'IPO sur la nécessité ou pas d'avoir, besoin de ces données pour remplir ces fonctions. Aujourd'hui, de quoi on parle? C'est-à-dire que quand on parle de restauration, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de proposer une offre de restauration aux collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire donner à manger, avec l'idée cachée qu'on s'assure que ce soit bon et que les gens ne tombent pas malades. Accessoirement, c'est un moment de convivialité, c'est un moment gourmand. C'est quoi les données dont j'ai besoin? Vraiment, pour pouvoir répondre à cet objectif? Le prénom et le nom, pour être sûr de savoir qui on est. L'email, si on en a besoin pour accéder à l'application. Mais est-ce que j'ai besoin de connaître le numéro de téléphone ou le jour de l'anniversaire du convive pour lui donner à manger? Est-ce que j'ai besoin de savoir s'il est allergique ou pas à tel ou tel, aliment pour lui donner à manger? Hem, Typiquement, j'ai pas besoin de ces données de santé. Par contre, j'ai besoin de l'informer. Donc dans un cas, donner les allergènes sur un plat ou collecter ou demander au convive, de lui dire à quoi il est allergique. On a la même information pour la même finalité, mais dans un cas, c'est du privé, dans l'autre cas, c'est une information. Donc c'est fondamental et surtout, est-ce que j'ai le droit de collecter ces données? C'est-à-dire, est-ce que, le nom est nécessaire, est légal ou nécessaire pour proposer un service de restauration? La réponse reste entière. Damien, tout à l'heure, parlait de reporting, en tout cas de KPI pour être sûr qu'il y a une adéquation entre service et besoin. Donc, l'ensemble de cette démarche que nous, on a dans le cadre de l'exercice de notre métier, nous conduit à nous poser la question de comment je peux délivrer, c'est-à-dire comment je peux m'assurer qu'il y a une équation entre l'offre et le besoin. Mais est-ce que pour ça, pour autant, j'ai besoin de connaître la date d'anniversaire et le numéro de téléphone des convives de l'entreprise? La question, la réponse est un petit peu dans la question. C'est pour ça qu'il faut vraiment, dans le cadre de vos métiers, que vous fassiez la distinction entre ce qui est nécessaire et ce qui est facultatif. Ce qui est vraiment nécessaire se traduira nécessairement parce qu'il y aura une base légale et on sera à l'aise pour en parler. C'est-à-dire qu'on sera à l'aise pour dire aux gens: «Je collecte cette donnée pour délivrer un service». On sera vraiment, on sera à l'aise sur le sujet, ce sera facile pour tout le monde et puis au moins, il y aura pas de mauvaise surprise, ou il y aura rien de trop désagréable si jamais il y a un incident comme l'évoquait tout à l'heure Sébastien ou Damien, parce que la personne sera informée, saura qu'on a collecté ça et si son prénom, se promène dans la nature, beh, c'est peut-être moins grave que son prénom slash son numéro de téléphone slash, sa date d'anniversaire, par exemple. Voilà. Alors, je vais reprendre la main, Eric. Je ne sais pas si vous Damien, je te m'entendez. redonne la parole pour donner une vision un peu globale de tout ce qu'on vient de se dire. Ouais. Donc, on a parlé un peu des bonnes pratiques du côté client. Et on a aussi parlé du côté, alors c'est Sébastien qui en a plus parlé du côté fournisseur, donc qui peuvent nous accompagner. Et donc, il faut informer la démarche RGPD de votre entreprise dès la phase commerciale. Donc, quand je dis parle de la phase commerciale, c'est l'appel d'offres à votre entreprise, enfin à votre fournisseur, et ne pas hésiter à mettre dans la boucle ou venir avec le DPO afin de les sensibiliser sur votre démarche. C'est vraiment très important qu'ils comprennent votre démarche et sourcer, savoir si eux aussi ont cette démarche en place. Il faut aussi demander les processus de traitement des données qu'il aura en sa possession et ce qu'il en est de ses sous-traitants. Donc, on a parlé tout à l'heure rapidement de sous-traitants. Il faut bien comprendre que votre fournisseur sera impacté par la façon RGPD si vous l'imposez, mais il faut aussi indiquer que les sous-traitants sont sur la même lignée et qui sont soumis aux mêmes conditions, malgré que vous ne soyez pas contractuellement en contact avec eux et contractuellement, vous ne pouvez rien leur demander. Il faut vraiment que ça soit cadré et souvent le DPO peut nous aider de le mettre de façon légale avec la partie juridique. Il faut aussi s'interroger sur l'hébergement des données, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont très sensibles sur la localisation des données, savoir où est-ce qu'elles sont hébergées, comment elles sont hébergées, si toutefois il y a un problème, qu'est-ce qu'il en est, et avoir alors c'est plus pour la cybersécurité aussi, c'est qu'est-ce qui se passe si à un moment donné il y a un problème. Je ne sais pas si on peut passer sur la... Ouais, merci beaucoup.
Toujours dans le même sens, il est important de définir qui sera l'opérateur et l'utilisateur des données, c'est-à-dire qui va traiter les données et une fois qu'elles seront traitées, qui restera le propriétaire. Et si toutefois l'opérateur utilise ces données et les modifie, il faut bien identifier quelles sont les limites. Donc il faudrait prédéfinir quelle est la limite, de quelle manière et surtout en respectant les règles définies entre les parties. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire n'importe quoi, ils ne pourront pas les utiliser n'importe comment, ils ne pourront pas les extraire pour les utiliser par exemple sur leur serveur personnel. C'est-à-dire que ces données sont utilisées pendant une... Alors, il faudra définir aussi une date, il faudra dire si elles seront cryptées ou pas. Et à la fin de ce partenariat, il faudra surtout définir sous quel format ces données seront rendues aux propriétaires et que le fournisseur efface bien ces données-là de son côté. Si je prends un exemple un peu plus concret, et je prends la GMAO d'une entreprise, souvent la GMAO, donc qui est la gestion et maintenance assistée par ordinateur, va être gérée par le fournisseur. Donc je ne vais pas en citer, mais en gros, un fournisseur technique, il va utiliser ces données-là, il va les utiliser, il va les modifier, il va les adapter aux besoins du client si besoin. Et à la fin du partenariat, ces données-là seront transmises au propriétaire, donc à l'entreprise, parce qu'elles leur appartiennent. Elles ne pourront pas être gardées, elles ne pourront pas être stockées, elles ne pourront pas être réutilisées dans d'autres sites parce qu'elles appartiennent à votre entreprise et elles n'appartiennent qu'à elle. Pour donner peut-être aussi un autre exemple très concret pour se rendre compte de quoi on parle, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de restauration. On se rend compte qu'on génère des données à travers les applications. Et en regardant, souvent, les entreprises viennent en nous disant « Super, on a un super outil qui vous fait du reporting ». Sauf que quand on pose des questions plus simples sur c'est qui l'entreprise derrière cet outil, on se rend compte que c'est une entreprise, en tout cas dans un cas personnel, c'était une entreprise anglo-saxonne, super, pas de problème avec eux. Sauf que les données étaient traitées au UK, donc hors Union européenne, donc ça posait des problèmes. La conséquence a été que j'ai coupé cette fonctionnalité. J'ai demandé à couper cette fonctionnalité. Et c'est là où on se rend compte que même les entreprises avec des bonnes intentions n'ont pas toujours conscience des impacts. Damien parlait de GMAO. Il n'est pas interdit que le prestataire de la GMAO s'appuie sur des fournisseurs qui sont en Europe, mais ce fournisseur peut avoir des backups qui sont sur des serveurs aux États-Unis ou ailleurs. Donc, on a des sujets. Donc, il faut vraiment se poser la question parce que sur des choses du quotidien, sur des idées, sur des outils, sur des fonctions qu'on vous propose, et bien derrière, il y a toujours un sachant, il y a toujours un opérateur et la singularité du digital aujourd'hui, c'est que ça n'a pas de frontières. Donc, si demain il y a une fuite, si demain il y a un incident, si vous vous rendez compte que c'est le sous-traitant de second rang qui traitait la donnée pour faire du reporting, qui s'est fait hacker et que les données se retrouvent dans la nature et qu'il est au UK ou aux États-Unis, mais ce n'est pas le droit européen qui s'applique. Donc, on a un problème. Donc, c'est vraiment important que vous, DET, à l'horizon de vos périmètres, que vous ayez conscience de ça, puisqu'on est quand même sur des services où on a besoin d'un minimum d'informations, d'un minimum de données pour délivrer nos services, ne serait-ce que de savoir, voilà, un petit peu comme on l'a dit ce soir, être capable d'identifier les gens et d'être sûr que le service qu'on propose est bien en adéquation avec le besoin. Donc, c'est vraiment important de ne pas oublier, c'est comme la sous-traitance, on est responsable. Et on est responsable de ce que collectent nos sous-traitants et on est responsable du traitement que font ces sous-traitants, qu'ils soient de premier rang, de second rang, voire de troisième rang. Mais on est responsable en tant qu'entreprise. C'est important et c'est fondamental. Et pareil, Eric, pour compléter, sur une sensibilité auquel je pense que vous y avez tous déjà assisté, notamment lors d'un appel d'offres ou lors d'une présentation d'une entreprise, souvent quand ils citent leurs références qu'ils ont d'entreprise, en disant écoutez, on a tel indice à l'entreprise, ils vont donner des informations sur ces entreprises. Donc, si je prends un exemple un peu plus concret, vous prenez n'importe quel fournisseur, sans citer de nom et sans citer de métier, ils vont donner des informations sur un homologue à vous d'une entreprise tierce et ils vont vous donner des informations sur le nombre de mètres carrés qu'ils gèrent, sur peut-être le nombre de personnes, la façon dont vous travaillez. Ça, c'est des données super sensibles parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'elles ne vont pas forcément être utilisées pour vous, mais un broker, lui, va pouvoir l'utiliser. Une entreprise propreté va pouvoir l'utiliser. Une entreprise technique peut utiliser ces informations-là. Et pour autant,
on a l'impression que c'est anodin, mais non, elles peuvent être utilisées. Donc, mettez bien dans la partie contractuelle et peut-être avec vos dépôts, la partie juridique de votre entreprise, que toutes les données que vous partagez avec votre partenaire, eh ben, qu'elle ne puisse pas les utiliser ni aujourd'hui, ni demain, parce que vous ne serez plus en contrat avec elle, mais qu'elle va utiliser ces données-là pour rechercher d'autres clients. Et parce que du coup, ils vont faire une référence et ils peuvent les vendre, ces informations. Donc, vraiment, je sensibilise sur cette donnée qu'aujourd'hui, on voit tous quand on fait un appel d'offres et on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir, notamment parce qu'ils ont des bases de données, des CRM, que les entreprises peuvent se partager ou des habitudes. Merci Sébastien. Pour aller plus loin, je vais repasser la parole à Sébastien. Oui, merci. Ben, effectivement, pour aller plus loin, comme promis, on vous met à disposition, on vous propose en fait 2 types de ressources. Le premier, c'est un MOOC, donc c'est une formation en ligne gratuite qui est délivrée directement, elle s'appelle par l'atelier RGPD, et donc délivrée par la CNIL. Elle est mise à jour régulièrement, elle est certifiante, vous pouvez la mettre sur votre LinkedIn et en fait, elle reprend, toutes les bases, elle est assez complète, de la fois comment constituer ou mettre en œuvre mon organisation jusqu'à, quelles sont les données concernées, et les différents cas pratiques. Vraiment, nous vous recommandons ce MOOC, très, très bien conçu. Et puis enfin, pour finir, un guide de pratique, un guide pratique de sensibilisation au RGPD, en fait, qui nous a servi pour inspiration pour l'élaboration de ce webinaire, dans le que vous pouvez télécharger librement et qui reprend en fait des éléments pratiques, concrets, à mettre en œuvre, très, très simples, et donc vraiment des ressources de qualité que nous vous recommandons. Merci beaucoup Sébastien. Je ne sais pas s'il y a eu des questions auxquelles on peut répondre Mario, sinon on le fera un peu plus tard avec le replay. Pour l'instant, j'ai pas vu de questions, mais en effet, si des participants ont des questions, c'est un très bon moment de les poser. On est ouvert à tout échange et à toute réponse à vos questions. Ça veut dire qu'on a été très, très clair. C'est une excellente nouvelle. Peut-être je peux compléter sur un fait divers que j'ai lu la semaine dernière et donc en fait, on a parlé de malversation, de difficultés et autres. Il y a vraiment des sujets aussi de process. Je vous donne l'exemple, typiquement, il y a une mairie, en Bretagne qui a voulu remplacer son parc informatique, très honorable et a voulu, transmettre ses ordinateurs, à des associations et donc elle passait par un prestataire, qui a donné un certificat comme quoi les données étaient bien effacées et en fait, lorsque c'est, en mode, opérationnel, beh, ils se sont aperçus que les données n'avaient pas été effacées, que des données, d'archives, de longue durée étaient accessibles à du grand public. Ça n'avait pas été tracé et autres et donc on voit aussi, on grandit tous, en termes de maturité sur, peut-être un process, des contrôles spécifiques sur, les zones de stockage et autres et je pense que ce sont des sujets, qu'on adressera nécessairement encore. Et là, on a parlé de la RGPD, mais c'est souvent associé effectivement au sujet de la cybersécurité. Voilà. Et enfin, la question de la gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, on est dans l'ère du digital, pas seulement, mais dans l'ère de la digital. Qui est responsable de qui, quoi, et avec tous ces multitudes d'acteurs, comment je gère et qui est responsable, ça fait partie des enjeux de demain. La gouvernance de la donnée appliquée, à l'environnement de travail, ça peut être un vrai thème, d'un prochain club digital. Écoutez, un mot de conclusion, pour clôturer ce club. Il faut être conscient qu'on est tous concernés, nous DET encore plus que d'autres métiers, mais on est vraiment tous concernés à titre professionnel, à titre personnel. Hem, à chaque moment, à ch dans quand vous pensez à votre métier, quand vous pensez à la manière dont vous délivrez, dont vous managez, vos fonctions et vos organisations, heu, posez-vous les questions sur ce que vous collectez, sur ce que vous traitez, qui traite quoi, qui partage quoi avec qui. Vous avez encore et toujours vous aurez toujours la main pour pouvoir cadrer les choses, recadrer les choses. On a tous eu signé des contrats avec des entreprises et puis fait un avenant au contrat sur la partie RGPD parce qu'on trouvait que c'était pas assez solide.
Donc là-dessus, ne vous gênez pas. C'est important de le faire. Aucune entreprise ne sera bloquante, donc ça sera contraignant peut-être pour elle, mais aucune entreprise ne pourra s'abriter derrière aucune loi ou règlement au motif qu'on est trop strict versus les obligations que l'on a tous vis-à-vis des RGPD. Et s'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est un petit peu ce que disait Sébastien, c'est un petit peu ce que disait Damien, c'est ce que disait Mario tout à l'heure, mais c'est qu'une fois qu'on a fini de traiter et qu'on n'a plus besoin de ces données, s'il vous plaît, détruisez-les ou assurez-vous que c'est le cas. Avec ça, on supprime un certain nombre de risques parce que c'est souvent de là que ça vient. C'est-à-dire que l'exemple de la mairie est parfait, Sébastien. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune malveillance, il n'y avait aucune intention de nuire. C'était l'absence de process, ou en tout cas de vérification du respect des process, en l'occurrence, qui fait que cet établissement public aurait pu avoir des sujets si il y avait une utilisation malveillante de ces données. Voilà, donc on va finir sur la photo du groupe, sur la photo de l'équipe qui vous a proposé ce webinaire ce soir. Damien, dans l'ordre, Thierry, moi-même, Mario, Samy, Sébastien et Fanny ont tous travaillé pour vous proposer ce webinaire sur la gestion des données personnelles des salariés à l'horizon des environnements de travail. On espère que ça vous a plu. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de nous regarder en direct, le webinaire sera disponible en replay rapidement. Et on vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine pour un prochain club digital. Merci. Bonne soirée à tous.